Dans cet atelier, nous allons faire les tout premiers pas avec CATIA V5. Et lorsque l'on démarre CATIA V5, il y a de fortes chances qu'on arrive sur cet environnement-là, c'est-à-dire que c'est le module Assembly Design, je le reconnais grâce à ce symbole-là, qui est ouvert, et ce n'est pas le module qui nous intéresse. Je vais donc le fermer. Et l'ensemble des modules qui m'intéressent sont ici. Il y en a une multitude, parce que CATIA est un logiciel très riche. Moi, celui qui m'intéresse se trouve dans Conception mécanique. C'est Part Design qui ouvrira le sketcher qui va nous permettre de faire des esquisses. Donc dans un premier temps, pour créer une pièce volumique, je vais ouvrir le module Part Design. D'abord, il me demande le nom de la pièce, que je vais moi appeler démo, mais je vais faire attention de ne pas mettre d'accent à démo parce que CATIA ne supporte pas les actions dans les noms de fichiers. Ok. Voici l'environnement, c'est bien Part Design, je le reconnais au petit logo qu'il y a en haut à droite. C'est un engrenage, c'est-à-dire une pièce massive, et puis là il n'y a qu'un engrenage, donc il y a une seule pièce, c'est fait pour faire une seule pièce. J'ai à gauche l'arborescence du contenu de mon fichier. Pour le moment, il ne contient que 3 plans, ces 3 plans-là, 1, 2 et 3. Et à droite, j'ai un ensemble d'outils qui vont me permettre de créer des volumes. Mais pour commencer à créer un volume, il faut commencer par faire un contour fermé, ce que l'on appelle une esquisse. Une esquisse qui, déplacée dans l'espace, va pouvoir générer un volume. Pour les outils qui sont ici, tous ces outils-là, lorsqu'ils ont un petit triangle noir en bas à droite du logo, c'est qu'ils peuvent se déployer et montrer d'autres outils qui sont cachés derrière. Une boîte à outils, je peux la sortir de la barre latérale, de façon à la mettre en avant et qu'elle soit plus facile d'accès. Je peux la remettre à sa place, mais il peut arriver que vous la fermiez par erreur en cliquant là-dessus. Le problème, c'est de la retrouver. Pour la retrouver, soit, dans tous les cas, il faut aller dans Affichage barre d'outils, soit vous connaissez son nom et vous cliquez dessus. Moi, là, je sais que c'est la boîte à outils qui s'appelle Composant issu d'un contour. Je clique dessus et elle réapparaît. Mais si vous ne connaissez pas son nom, vous êtes bien embêté. Je vais dans Affichage barre d'outils. Pour s'en sortir, je vais tout en bas, dans Personnaliser. Et dans Personnaliser, je vais revenir à la configuration initiale, notamment en faisant rétablir les positions des boîtes à outils, des barres d'outils, faisant OK. Et là, on retrouve ma barre d'outils qui est ici. Et rétablir les contenus, c'est-à-dire si éventuellement à l'intérieur d'une boîte à outils il y a des éléments qui sont partis, ils reviennent à la configuration initiale. Donc nous allons maintenant créer l'esquisse qui va me permettre de générer un volume. Ça se fait en allant ici sur esquisse. Une esquisse doit se faire dans un plan. Alors soit c'est dans le plan qui est sur une surface d'une pièce, or là je n'ai pas de pièce, donc je ne peux pas l'utiliser, soit je prends un de ces 3 plans. Donc au départ, comme je n'ai pas le choix, j'ai que ça, je vais prendre un de ces 3 plans. Donc dans ce plan-là, je vais faire mon esquisse. Je vois que je suis dans l'environnement de dessin des esquisses parce que le logo du sketcher est apparu. Donc c'est un autre atelier de CATIA qui s'est ouvert là. Et c'est l'atelier dans lequel je vais pouvoir faire du dessin 2D, donc j'ai les outils qui correspondent. Et je vais chercher à faire des contours fermés pour pouvoir générer des volumes. Par exemple, je peux utiliser un contour fermé tel que rectangle, cercle. Alors on voit bien que dans rectangle, j'ai tout un tas d'autres rectangles ou d'autres outils possibles. Bon, moi, c'est rectangle que je vais utiliser. Je peux mettre le rectangle n'importe où, mais je conseille toujours de partir d'un point connu, par exemple le centre du repère, comme ça, déjà, ça fera un point qui sera bien défini. Puis je lui donne des dimensions un peu quelconques. Lorsque je vois qu'il y a des segments qui sont en vert, et même des petites lettres qui sont en vert, et puis d'autres qui sont en blanc. Ce qui est en vert, ce sont des éléments paramétrés ou des éléments de paramétrage.
Là, par exemple, le segment qui est ici est vert parce que il y a déjà un point qui est fixe, ce point-là, et en plus de ça, je vois le petit h, c'est-à-dire la contrainte d'horizontalité, c'est-à-dire que on lui a imposé d'être horizontal, de même que V ici signifie vertical, donc ce segment est vertical. Celui-là est horizontal et celui-là vertical, mais ils sont blancs parce qu'ils peuvent encore bouger, on n'a pas fixé leur position. Pour fixer la position, je peux mettre une contrainte, donc je clique sur contrainte, par exemple la contrainte de longueur de cet élément-là. Cet élément-là, je positionne la cote à côté, la cote de 59,32 est ridicule, moi je voudrais mettre 50, je double-clique dessus, et je vais taper au clavier 50 et entrer pour qu'il adapte la cote de 50. Une autre façon de faire, pour donner la longueur de ce segment-là, parce que là, c'est encore un paramètre qui est variable, c'est de donner la distance qu'il y a entre cette entité-là et cette entité-là. Par exemple, toujours avec contrainte. Alors là, comme j'ai pris déjà le premier élément qui est sélectionné, il est en orange, donc il est sélectionné. Il me dit, attention, c'est une cote qui existe déjà, effectivement, 50 existe déjà, 50. Mais je vais lui dire que c'est cette entité-là par rapport à celle-là, donc je sélectionne la deuxième, et là il comprend qu'en fait, c'est pas la longueur du segment, mais la distance entre les deux segments. Je place la cote, pour la modifier, je double-clique dessus, et je vais taper 70, entrée. Quand elle est orange, c'est qu'elle est sélectionnée. Si j'ai rien à faire dessus, je clique à côté pour la désélectionner. Si je veux modifier cette cote-là et mettre autre chose, je ne sais pas, 30 par exemple, voilà, pas de problème. Je reclique dessus, 70, entrée. Voilà, donc là, j'ai un contour fermé avec lequel je pourrais très bien générer un volume. Ça ne poserait pas de problème, je sortirai de l'atelier et puis je générerai un volume. Bon, je vais le compléter un petit peu quand même. Je vois qu'il est complètement paramétré parce qu'il est ouvert. Je vais le compléter en faisant par exemple un petit congé dans un coin. Un congé, un arrondi, entre ça et ça. Voilà, je vais double-cliquer sur la cote pour mettre la cote de 20, entrée. Voilà. Et puis je peux rajouter d'autres entités géométriques, un cercle par exemple. Donc par exemple je vais placer mon cercle par ici. Alors je vois que quand je m'approche de certaines positions, il fait des petits traits comme ça, comme ça. Et ça, c'est ces petites choses en bleu clair là, c'est qu'il me propose de mettre des contraintes qu'il propose intuitivement. Si la contrainte m'intéresse, si je veux que le centre du cercle il soit aligné avec le segment horizontal, je peux cliquer dessus. Mais si ce n'est pas le cas, vaut mieux que je clique à côté. Sinon, il va rajouter une contrainte qui sera parasite pour moi. Je pourrais toujours l'enlever après, mais bon, quand même. Donc par exemple, je mets le centre ici. On voit bien là, par exemple, si je me mets ici, pouf, à nouveau, il me propose de mettre le cercle tangent à un truc horizontal. Là, pareil, tangent en bas. Enfin bon. Il fait des propositions comme ça. Si je veux rien de tout ça, je clique n'importe où. Donc là, le cercle est orange, il est sélectionné. Je peux tout de suite rajouter une contrainte qui sera par exemple son diamètre. Je vais le modifier, mettre un diamètre de 50 par exemple, entrée. Il est blanc parce qu'il n'est pas positionné dans l'espace. Donc si je veux le positionner, il va falloir que je rajoute des codes pour qu'il ait une position qui soit bien définie. Là, j'ai deux contours fermés, 1 et 2, et donc je peux utiliser ces deux contours fermés pour générer un volume. Mais là, c'est pas... Oh, putain, j'ai été perturbé. Mais si je les utilise ensemble, ils auront la même épaisseur, par exemple, si je les utilise en extrusion. Ils ne pourront pas avoir deux épaisseurs différentes. Ce qui pourrait poser problème, par contre, c'est si mes deux entités géométriques se coupent comme ça. Parce qu'un contour fermé, c'est la limite entre la matière à l'intérieur et pas de matière à l'extérieur. Pas de matière, pas de la matière. Là, entre les deux, le logiciel ne sait plus comment faire. Donc ce qui serait possible, par contre, ce serait de le mettre complètement à l'intérieur, avec un diamètre un peu plus petit, je sais pas quoi, 30. Là, ça ne poserait pas de problème, parce que là, pas de matière, de la matière, pas de matière, donc en quelque sorte, j'aurais un rectangle avec un trou au milieu. Donc ça poserait pas de problème. Mais ça poserait problème.
Alors on va par exemple positionner cet élément-là, donc je vais le faire un petit peu plus petit, par exemple le diamètre 15, et puis faire en sorte que le cercle et cet arc de cercle là soit concentrique. Donc avec ma main droite sur le clavier, je vais appuyer la touche CTRL pour sélectionner la deuxième entité géométrique, donc les deux sont actifs, et je vais rajouter une contrainte dans une boîte de dialogue, oui c'est ça, dans une boîte de dialogue, ici, clic, et je vais faire en sorte que les deux entités soient concentriques. Je coche, et là ils deviennent concentriques, ok. Ce qui fait que il devient vert puisqu'il est parfaitement positionné par la position du centre de cet arc de cercle. Donc voilà, si je veux supprimer une contrainte, je peux la sélectionner comme ça et puis appuyer sur Sup au clavier. Tout ce que j'ai fait, je le retrouve dans l'arborescence. Ici, je fais plus, je retrouve mon esquisse, c'est-à-dire ce que je viens de dessiner là, dans lequel il y a le repère jaune qui est là. Toutes les géométries qui ont été dessinées, c'est toutes ces droites, ces cercles, ces points. Et ici, toutes les contraintes que j'ai mis, comme ça, c'est-à-dire des parallélismes, c'est ça qui était parallèle au jaune, etc. Tangence, ça qui est tangent à ça, etc. Les rayons que j'ai rajoutés, ou concentricité du petit cercle de diamètre 15 par rapport au rayon 20. Voilà, voilà. Donc ça, je peux l'utiliser dans une fonction 3D pour générer un volume, parce que c'est un contour fermé. Alors, je peux aussi générer des contours pas fermés. Je vais utiliser une autre fonction ici, la fonction contour par exemple, qui me permet de faire des segments comme ça. Je vois bien que de temps en temps, j'ai du bleu clair qui apparaît, il veut mettre des contraintes. Automatiquement, si j'en veux pas, je clique à côté. Là. Et là, par exemple, à la suite de tout ça, je voudrais mettre un arc de cercle tangent. Donc je viens ici, arc de cercle tangent. Hop, tac, je voudrais que ça soit tangent comme ça. Et enfin, si je clique là, je vais fermer mon contour. Si je clique légèrement à côté, tac, même sans faire exprès, je peux ne pas me rendre compte que c'est pas fermé, si c'est tout proche, si j'ai mal fait. Et ça va poser problème, parce que le contour n'est pas fermé. Dans ce cas-là, j'ai un moyen de vérification qui est dans Outils, Analyse d'esquisse, et ça c'est pratique pour vérifier si j'ai pas fait de bêtises. Par exemple, on va retrouver mon contour rectangle qui est un contour fermé, mon cercle ici qui est contour fermé, mais le contour que je viens de faire là, il est ouvert. Je le vois également parce que j'ai des petits ronds bleu clair là qui posent problème. Et là, puis il me dit qu'il est ouvert. Donc dans ces cas-là, soit je le sélectionne là et puis je le supprime avec la gomme, soit je lui dis arrange-toi pour le fermer tout seul, et il va s'arranger pour le fermer tout seul. Soit je le ferme et puis ensuite je vais rebricoler ce que j'ai fait pour essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Une autre erreur que je peux avoir fait, c'est d'avoir fait deux entités qui se superposent. Par exemple, ici, je fais un petit segment qui est superposé ici. Alors, si je suis un peu malin, je vois qu'il y a deux lettres. Bon, je peux le deviner si j'ai un peu l'habitude, mais aussi bien, je ne le vois pas. Et dans ces cas-là, quand je fais Outils, Analyse d'esquisse, il va me mettre un petit élément isolé que je revois ici avec le bleu clair. Dans ces cas-là, je sélectionne l'élément isolé, je le supprime. Voilà. J'aurais pu aussi fermer la fenêtre et puis le sélectionner ici et le supprimer ici. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Je le supprime au clavier, sup. Et là, bon, j'ai deux contours fermés, mais ils ne posent pas de problème. Je peux sortir de l'atelier Sketcher par cette petite icône là, sortie de l'atelier, et revenir dans l'environnement 3D et l'utiliser, par exemple, pour faire une extrusion. Ok. Là, j'ai un premier volume qui a été créé, je le retrouve dans mon arborescence, j'ai mon esquisse avec tout ce que j'ai vu tout à l'heure. Et si je veux modifier l'esquisse que j'ai fait, je ne vais surtout pas créer une nouvelle esquisse en cliquant là-dessus, mais je vais cliquer sur l'esquisse numéro 1 existante en double-cliquant dessus. Tac. Et là, je reviens dans l'atelier d'esquisse, je peux faire toutes les modifications que je veux
sais pas quoi, ici, mettre 60 par exemple, entrée. Je sors de l'esquisse. S'il est rouge, c'est qu'il n'a pas fait la modification, c'est qu'il n'a pas mis à jour les modifications. Dans ce cas-là, je le fais manuellement en faisant ici mise à jour. Et clac, la cote a changé. Sur cette pièce, nous avons fait un trou dans l'esquisse, enfin à partir d'un rond dans l'esquisse initiale de la pièce. C'est souvent pas le plus pertinent, pas la façon de faire la plus pertinente. Le mieux serait plutôt d'utiliser la fonction trou qui se trouve ici. Avec la fonction trou, je l'active, je sélectionne grosso modo où je veux positionner mon trou. Ça m'ouvre d'abord cette boîte de dialogue sur lesquelles je vais pouvoir déjà dire le type d'extension du trou. Est-ce que c'est un trou borgne, c'est-à-dire un trou qui ne traverse pas toute la pièce, ou si au contraire il traverse toute la pièce, c'est-à-dire jusqu'à la phase suivante. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Bon, pourquoi pas borgne. Je peux définir la pointe du trou qui n'est souvent pas plate. Le plus classique quand on fait un trou avec un forêt, c'est que le fond soit en V. Le diamètre du trou, la profondeur du trou, si ce n'est pas toute l'épaisseur de la pièce. Mais souvent, ce qui est important, c'est la position du trou. Dans ce cas-là, je vais activer l'esquisse dans laquelle la position du trou est définie. Voilà, je me retrouve dans l'esquisse. La position est représentée par cette étoile blanche. Donc je peux mettre des cotes ou des contraintes de la position du centre du trou par rapport aux autres côtés. Par exemple, je vais mettre une cote entre l'étoile blanche et le bord qui est ici. On va mettre une cote de 20 par exemple. Une autre cote entre ici et ici. Voilà, on va dire 15, entrée. Quand j'ai fini de positionner mon trou, j'aurais pu mettre d'autres types de contraintes, hein, mais voilà, là pourquoi pas. Je sors de l'esquisse, je reviens dans la boîte de dialogue du trou. Je peux définir le type de trou. Est-ce que c'est un simple trou? Voilà. Est-ce que c'est un trou conique? Est-ce que c'est un trou lamé? Lamé, ça veut dire qu'il y a un plus gros trou à l'entrée, là, pour pouvoir mettre par exemple une tête de vis. Les paramètres qu'il y a là en dessous sont les paramètres du lamage. Le diamètre, c'est le diamètre du lamage, c'est le diamètre qui est ici en jaune. La profondeur, c'est la profondeur du lamage, la profondeur qui est ici, etc. Un trou chanfreiné, pour mettre ce type de vis là, ou là pareil, ce sont les paramètres du chanfreinage à l'entrée du trou. Et s'il est taraudé. S'il est taraudé, le trou, je vais cocher taraudé. Je peux définir comment est défini les paramètres de taraudage. Est-ce que c'est sur une longueur, c'est-à-dire que le trou n'est pas taraudé tout le long du perçage, parce que s'il est taraudé tout le long, on va utiliser profondeur du support, c'est-à-dire que ce sera taraudé tout le long du support, tout le long du trou. Si c'est sur une longueur, ça veut dire qu'il n'est pas taraudé jusqu'au fond. Longueur, on va l'utiliser lorsque le trou est borgne, parce que le taraudage ne doit pas aller jusqu'au fond. On va utiliser profondeur du support si le trou est débouchant. En général, on taraude jusqu'au fond, jusqu'à l'autre extrémité. Une fois qu'on a défini ces choses-là, on va définir le standard qui est utilisé pour le taraudage, parce qu'il existe des tas de standards. Le plus classique, c'est d'utiliser un pas métrique épais, pas fin, c'est déjà plus particulier, puis pas de standard, c'est encore autre chose. Donc en général, on définit métrique à pas épais. Il nous ouvre souvent cette fenêtre pour nous avertir que le diamètre 10, c'est pas quelque chose de normalisé pour un trou. C'est partiellement faux. En tout cas, effectivement, le perçage qu'on doit faire avant un trou de M6, il n'est pas à 6, il est à 5, il est à autre chose. Donc je vais ici choisir que c'est un trou métrique de diamètre nominal 6, sur une profondeur de 10, etc. Ok. Et voilà, je retrouve mon trou lamé, mon trou fraisé. Si je me suis trompé, je reviens sur la définition de mon trou. Et puis finalement, c'est non pas un chanfreiné, mais un trou simple. Allez hop. Ok. Voilà. Et on voit, il n'est pas débouchant, il est borgne. Voilà. Alors, après, on va voir d'autres fonctions.
Une autre fonction de base que l'on va voir maintenant, c'est la fonction poche, qui va consister à faire une concavité dans le volume, dans un volume déjà existant. Ça pourrait être un trou, mais on a vu que pour faire un trou, il vaut mieux utiliser la fonction trou. Là, c'est pour faire autre chose comme concavité. Alors, pour faire ça, il va falloir d'abord définir la forme de la concavité et donc faire une esquisse. Donc, j'active la fonction esquisse, comme tout à l'heure. Je définis le plan dans lequel je vais faire la concavité. Peut-être, oui, cette face-là, allez, pourquoi pas. Et je vais dessiner ma forme. Je vais prendre faire une forme bizarroïde, là. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà, c'est la forme que je veux faire. Alors, pour bien faire, il faut qu'elle soit toute verte, c'est-à-dire que j'ai mis des codes partout pour chacun des termes. Bon, là je vais vite, la seule chose qui est en vert, c'est l'angle droit qui s'est fait ici automatiquement. Quand j'ai fait toute mon esquisse, que je suis sûr que j'ai un contour fermé, je sors de l'esquisse et je vais utiliser la fonction poche. La fonction poche, je peux faire une poche ici d'une profondeur définie, c'est-à-dire avec longueur, ou bien jusqu'à la face suivante, ou jusqu'à une autre face. Enfin, il y a plusieurs façons de faire, mais bon, disons ici, si je veux pas que ça traverse tout, je vais faire juste sur une longueur. Donc l'esquisse, c'est celle que j'avais sélectionnée. Et puis, je définis la profondeur de ma poche. Ici, je vais mettre 10 mm. Voilà. On voit là que j'ai des petites flèches, alors je peux inverser les flèches pour qu'il enlève l'autre partie que la partie intérieure, et puis éventuellement, là il va creuser vers la pièce, il pourrait creuser dans l'autre sens, mais là ça n'aurait aucun sens. Donc si tout ça va bien, je peux éventuellement faire un aperçu, et ensuite faire OK. Voilà, j'ai créé une poche. Alors, je profite là du mouvement que je viens de faire pour montrer les fonctions qui permettent de manipuler la pièce. Ça c'est assez fondamental. On peut utiliser des fonctions qui sont là, zoom moins, zoom plus, rotation comme ça, qui va permettre de le faire tourner, mais je vous le déconseille vivement. À la limite peut-être celle-là qui permet de remettre tout à l'intérieur de l'écran. Ce qu'il faut apprendre très rapidement, c'est à utiliser la souris. Si j'appuie sur la roulette et que je déplace le curseur en maintenant la roulette appuyée, je déplace le point de vue. Donc si je veux m'intéresser à un truc qui est ici, voilà, je le déplace comme ça. Si je fais un clic sur la roulette, je centre l'écran sur le point sur lequel j'ai cliqué avec la roulette. Clac. Voilà, le point devient le centre de l'écran. Et ça, c'est assez pratique parce que si je veux travailler sur ce point-là, le risque, c'est que si je suis comme tout à l'heure, là, je veux zoomer là-dessus. Si je fais un zoom, en faisant comme je vais vous le montrer, je fais un zoom comme ça, hop, ça sort de l'écran et je suis embêté. Donc avant de faire un zoom, je fais un clic roulette, tac, ça me le met au centre, et là quand je zoome, c'est au centre de l'écran. Alors, avant de parler du zoom, autre chose, pour faire tourner la pièce comme ça, eh bien, il faut appuyer en même temps sur la roulette et sur le bouton droit. Donc tant que je suis à l'intérieur de ce cercle-là, ça tourne comme ça. Si je me mets à l'extérieur et j'appuie roulette et bouton droit en même temps, et que je maintiens appuyé, je le fais tourner dans ce sens-là. Et puis quand je me mets à l'intérieur, voilà. Maintenant, la dernière fonction qu'il faut connaître, c'est le zoom. Je n'utilise pas les fonctions qui sont là. Je maintiens la roulette appuyée et je fais un clic droit sans lâcher la roulette. Clic droit, je ne lâche pas la roulette, et là, si je monte, ça zoom, si je descends, ça baisse. D'accord ? Tant que je ne lâche pas la roulette, je suis en position zoom. Dès que je lâche la roulette, je redeviens normal. Donc voilà, après, quand on a l'habitude, ça devient instinctif, donc il faut absolument s'entraîner à faire ces manipulations, et après, vous le ferez sans vous en rendre compte. Autre fonction très utile, c'est la fonction congé, qui est ici, qui va permettre de faire un arrondi sur une arête vive. Et ça, c'est très fréquent sur les pièces, parce que ça les rend moins agressives, ça fait des formes plus sympas. Donc, je définis le rayon de l'arrondi que je veux faire, je ne sais pas, peut-être je vais mettre 4 pour changer un peu, et je vais sélectionner l'objet, c'est-à-dire les arêtes qui sont concernées. Voilà, par exemple, si je prends cette arête-là, tac, je peux voir ce que ça fait, aperçu. Enfin, voilà, je fais OK. Je vois la fonction congé qui a été appliquée. Si je reviens sur la fonction congé, je double-clique, soit pour changer le rayon du congé, soit pour changer l'ensemble des objets qui seront dans cette fonction. Je peux en choisir plus avec la petite
petit sac là, tac. Par exemple, je vais prendre aussi cette arête-là. Si je prends cette arête-là, vu qu'il n'y a pas véritablement d'autres limites que celle-là, enfin, il n'y a pas d'autres extrémités, et ben si je prends ça, il va me prendre tout le tour là, comme ça. Tac. Ok. Voilà, donc j'ai fait des congés sur ces deux arêtes-là. Je peux utiliser aussi une autre fonction qui est intéressante, qui n'est pas congé mais qui ressemble un peu, c'est la fonction chanfrein. Pareil, alors le chanfrein, on peut le définir, la longueur du chanfrein et l'angle, deux longueurs sur chaque face sur lesquelles il y aura le chanfrein, etc. Bon, pourquoi pas longueur et angle. Là, je vais faire des chanfreins de 2, par exemple, à 45 degrés par rapport aux faces. Et je vais sélectionner des arêtes. Alors, je peux sélectionner une arête, comme ça, comme tout à l'heure. À ce moment-là, il y aura un chanfrein que sur cette arête-là, de là jusqu'à là. Mais je peux sélectionner plein d'arêtes, et si je sélectionne toute une face, il va me mettre des chanfreins tout autour. Ok, voilà. On voit que ici, il a mis des chanfreins sur toutes les arêtes vives qu'il y avait autour de la face. C'est une autre façon de faire. C'est pareil pour la fonction congé que pour la fonction chanfrein. Bon, si je veux supprimer les chanfreins, je sélectionne et au clavier, je clique sup. Voilà, voilà. Bon, il ne faut pas hésiter à enregistrer de temps en temps ce que l'on a fait. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que ici c'est juste une démo. Voyons une autre fonction. Enfin, la dernière fonction de base, c'est la fonction révolution, pour générer un volume par révolution d'une esquisse. Alors je peux, par exemple, créer une esquisse sur cette face-là. Je vais le faire très rapidement. Ou même sur celle-là, pourquoi pas. Hop, donc là je suis dans cette face-là. Je vais, dans un plan, hein, j'aurais pu choisir un des 3 plans qui est ici, celui-là, ou dans un plan que j'aurais construit. Bon, là j'ai pris un cas facile, le plan qui correspond à une face qui existait sur ma pièce. Je vais dessiner mon esquisse, comme ça. Je vais les monter par exemple sur... attendez, oui, non, si, c'est bon. Tac, tac, ici on va faire un petit congé par exemple comme ça, tac, tac, et puis j'arrête les monts sur la grille. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je descends ici tout droit, tout simple, tac, et tac, voilà. Mon esquisse est toute fermée, alors pour bien faire, je mets différentes cotes, celle-là ici, encore une cote ici, une cote sur le rayon qui est là, et puis je voudrais mettre en coïncidence ce point-là avec ce point-là. Alors je sélectionne les deux, avec ma main gauche, j'appuie la touche CTRL au clavier, ce point-là et ce point-là, et je vais dans une boîte, et je vais mettre en coïncidence les deux points. Tac, ok, voilà, donc mon esquisse est ici. Elle n'est pas encore toute blanche parce que je n'ai pas défini cette longueur-là. Hop, voilà. Maintenant, elle est toute verte. Je peux sortir de l'esquisse. J'ai mon esquisse qui est ici, là, on la voit bien. Pour faire la fonction révolution, je sélectionne l'esquisse en question. Alors, soit je la sélectionne ici, soit je la sélectionne ici. Peu importe, on va dire celle-là. Tac. Et là, il a compris que c'était celui-là, l'axe de révolution. Mais si l'axe de révolution n'est pas ce que je veux, à la place de ça, je sélectionne le bon axe. Et l'angle, il peut y en avoir deux, hein, parce que ça peut tourner dans un sens et dans l'autre. Là, si je fais un angle de 360 degrés, ça fera une révolution complète. Aperçu. Bon, si je suis content, ok. Si je ne suis pas content, je reviens sur mon esquisse, par exemple, et puis je modifie, je ne sais pas quoi. Je peux faire un petit arrondi là. Tac, tac. Mais bon, c'est pas très malin de faire l'arrondi ici. Impossible, oui, là c'est pour les cotes. Voilà, mise à jour. Et il m'a fait le petit congé ici. C'est pas très malin de faire un congé comme ça. Il vaut mieux utiliser la fonction congé qui est ici. Voilà, on a vu l'essentiel des fonctions. On va pouvoir faire des exercices à partir de ces fonctions de base.